expert de ce jour se nomme Monsieur Onge Emmanuel Baïmé. C'est un activiste des changements climatiques. Il est très passionné de la justice sociale et environnementale. Et il a dans ce cas travaillé avec beaucoup d'organisations locales dans pas mal de pays africains. Et aujourd'hui, il travaille avec une organisation internationale qui est orientée sur la cause des paysans en Afrique. Monsieur Onge Baïmé, bienvenue dans cet espace que nous offre Place for Africa. Merci, Madame Estelle, et je suis content d'être avec vous. Il faut remarquer que les effets du changement climatique, en parlant de la crue, de l'érosion côtière, de la détérioration des terres, constituent un élément ou un phénomène assez récurrent qui touche beaucoup de pays. Et l'Afrique n'est pas non plus épargnée par ces différents affres. Mais le plus important, c'est que l'Afrique aujourd'hui reste un continent qui n'est pas un gros émetteur de carbone, de gaz à effet de serre, il faut le dire, mais qui subit tout de même les affres de ces changements climatiques dont on parle. On se demande peut-être, est-ce l'héritage colonial qui continue de peser sur l'Afrique ou qu'est-ce qu'il en est? Donc, l'essentiel de cet échange aujourd'hui sera axé autour des changements climatiques. Merci, Madame Estelle. Et je pense que le programme est assez intéressant et nous allons pouvoir le dérouler de façon à permettre aux uns et aux autres de pouvoir prendre la pleine mesure de la question climatique en Afrique, qui pour nous est une question ou est un enjeu de survie. Au-delà des questions économiques et autres, c'est une question de survie. Vous avez parlé des inégalités, parce que la question des inégalités est au cœur de la question des changements climatiques. On pourra y revenir parce qu'il y a des principes qui régissent le travail sur les changements climatiques, ce qu'on appelle les négociations pour pouvoir arriver à des solutions acceptables pour les communautés qui sont déjà victimes. Parce que, vous l'avez dit, l'Afrique émet un peu, effectivement, entre 2 et 4% d'émissions globales. Mais l'Afrique est le continent qui subit le plus les effets des changements climatiques. Donc, pour nous, il y a une question de justice climatique qui se pose. Et je pense qu'on pourra parcourir ces éléments-là ensemble. Merci. Merci déjà pour votre engagement. Donc, à long terme, est-ce que vous pouvez nous présenter la situation du changement climatique et leur impact sur les pays africains? Ok, globalement, ce qu'on observe, je pense que le commun des mortels aime le dire, aujourd'hui, on ne comprend plus un peu le climat. Nos parents nous disaient, à ce moment, par exemple, c'est le moment où on faisait le sémi, c'est-à-dire c'est le moment où on pouvait s'apprêter à commencer à faire les champs et autres, tout ça. Et à ce moment-là, par exemple, dans les années passées, il y avait la pluie. Et aujourd'hui, on est à cette même période, on voit qu'il n'y a pas de pluie. D'autres parents nous diront, ah, mais on ne comprend pas, il fait tellement chaud à cette période, effectivement. Il y a 5, 10 ans, 15 ans, ce n'était pas le cas. Donc, moi, je veux aller dans un langage assez pédagogique. Et ça, c'est quelque chose que j'avais voulu dire au début, pour permettre aux gens, parce que, bon, c'est vrai, on pense ou on se dit expert, mais moi, je ne suis pas un expert. Je pense que j'essaie de comprendre et il y a des gens qui ont plus d'expérience ou d'expertise que moi. Donc, moi, ce que je vais faire, parce que nous sommes aussi partis d'un constat avec beaucoup de jeunes Africains que il faut démystifier la question des changements climatiques. Aujourd'hui, les gens vous envoient dans des discours qui sont très techniques, qui sont incompréhensifs souvent pour le commun des mortels. Et ça, il faut arrêter avec ce genre d'approche parce qu'en plus, ça ne permet pas de s'approprier les questions, ça ne permet pas aux citoyens lambda de pouvoir participer au débat politique et public qui doit être. Parce que vous prenez nos pays, du Bénin au Sénégal, en passant par la Côte d'Ivoire et autres, le discours des changements climatiques est devenu comme un discours réservé à des initiés, à des gens qui sont d'une certaine, je pourrais dire peut-être d'une certaine classe. Ceci n'est pas normal. Parce qu'il faut pouvoir expliquer la question des changements climatiques
aux plus petits jeunes enfants de l'école primaire jusqu'à la vieille maman qui est au village, pour permettre effectivement à avoir porté une solution quand il s'agit, par exemple, de faire face. Vous avez demandé la question des changements climatiques, l'impact et autres, et parce que il y a les sécheresses, il y a les inondations. Et si on n'arrive pas déjà à expliquer à notre maman au village que la question des inondations ou la question de la réduction ou de la gestion des risques des catastrophes qui vient, qui est un phénomène normal, mais qui est aussi exacerbé par rapport à la question du climat, si ces périodes-là arrivent, qu'elle doit comprendre que il y a des mesures de prévention à prendre, ou il y a même des mesures pour pouvoir avoir la vie sauve. Parce que vous avez vu, il y a quelques années, par exemple, au Mozambique, il y a eu des inondations. Et certaines personnes qui avaient déjà l'information, certaines personnes qui savaient déjà quelle pouvait être la nature ou la gravité de ces impacts-là, ont pu se mettre à l'abri. Et d'autres personnes n'ont pas pu le faire. Donc, il faut comprendre et il faut emmener les uns et les autres à pratiquer un discours qui est simple, qui est basique pour le permettre. Donc, c'est aussi à cet exercice-là que je vais me plier pour être vraiment simple et pour ne pas rentrer dans des thèmes tellement techniques que les uns et les autres auront une difficulté de compréhension. Donc, voilà un peu le décor que j'avais voulu planter et revenir rapidement à la question de comment peut-être les changements climatiques se manifestent, se vivent. Je l'ai dit, aujourd'hui, on ne comprend plus les saisons culturelles. Aujourd'hui, par exemple, on avait peut-être plus de facilité ou plus de compréhension du fait que cette période-là, c'est la période où on va planter, par exemple, le maïs. L'autre période, c'est la période, par exemple, où on va planter les ignames. Mais aujourd'hui, avec cette incompréhension que les paysans ont du climat, il y a vraiment certaines difficultés à s'aimer au bon moment pour pouvoir aussi bénéficier des largesses de la nature pour pouvoir en récolter les fruits. J'ai parlé des inondations, j'ai peut-être pas parlé de la montée des eaux, mais les changements climatiques vont venir avec le fait que des pays côtiers comme la Côte d'Ivoire, comme le Ghana et autres qui sont sur la côte vont se retrouver avec le phénomène de la fonte des glaciers parce que les glaces qui sont dans les pôles vont fondre et on aura une élévation du niveau de la mer. Donc, toutes ces conséquences-là, c'est des conséquences techniques. Bon, quand je dis techniques, c'est-à-dire qu'ils sont bien documentés en termes de météorologie, parce que avec la question du climat, on travaille beaucoup avec les météorologues, on travaille beaucoup avec un certain nombre de scientifiques qui sont dans un groupe qu'on appelle le GIEC, c'est le groupe inter-État sur le climat qui fait les états des lieux. Donc, toute cette littérature scientifique documentée, elle existe et on sait comment on va être impacté. La montée des eaux, les sécheresses, certains pays vont se retrouver vraiment avec des précarités énormes en termes de peut-être en termes sanitaires, parce qu'il y a aussi la question de la santé. Comment est-ce que la question des changements climatiques aussi impacte les systèmes de santé de notre pays, la fragilité de ces États-là. Donc, voilà un peu les différents éléments que je voulais apporter pour ce premier élément d'échange. Donc, nous retenons que le discours en termes de changement climatique n'est pas au niveau de la population afin de faciliter leur compréhension. C'est bien ce que vous Oui, oui, oui. Le discours est très déconnecté des différentes réalités. Parce que quand vous dites, par exemple, à un paysan que c'est parce que H2O ou les GHS, les gaz à effet de serre, il ne comprendra pas. Donc, il faut pouvoir lui expliquer dans un thème vraiment simple. Parce que ce sont ces citoyens-là qui vivent au quotidien les impacts de ces changements climatiques-là. Donc, moi, j'en appelle vraiment à une revue du discours sur la question des changements climatiques pour permettre aux citoyens lambda de pouvoir en savoir. Généralement, excusez-moi, mais pour nous qui suivons ces questions au niveau international, à un moment, personnellement, c'est difficile de même pouvoir expliquer à des collaborateurs tellement quand vous participez à des sessions, c'est des sessions
tellement technique, tellement éprouvant. Donc moi, ce que je pense et ce à quoi j'en appelle, c'est à nos États de voir comment expliquer les changements climatiques de façon la plus facile, surtout à travers nos langues locales. C'est vraiment important. Il faut faire ce saut-là. Il ne faut pas qu'on reste toujours dans cette technicité. Il ne faut pas qu'on reste toujours dans l'atmosphère. Et j'ai un collaborateur ou un collègue qui me dit qu'il ne faut pas rester dans la stratosphère pour expliquer les changements climatiques. Il faut aller à la base, il faut descendre sur Terre. Et c'est à cela que j'invite les uns et les autres. Comprendre les changements climatiques et vraiment le faire à travers nos langues locales. Je pense que ce serait une belle réussite. Avant d'en arriver aux propositions concrètes, est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre l'histoire coloniale de l'Afrique et les impacts du changement climatique sur l'Afrique aujourd'hui? Parce que nous l'avons dit à l'entame, l'Afrique est un faible contributeur en matière d'émissions de gaz à effet de serre, mais les conséquences sont là. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien avec l'histoire coloniale qu'a vécue l'Afrique? Oui, effectivement, il y a un lien colonial qui existe parce que je vous explique que quand les négociations se sont faites, il a été clairement défini qu'il y avait des pays qu'on pouvait appeler des pays qui ont émis, c'est-à-dire qui, dans la phase de leur développement, les pays on a traité de pays industrialisés, parce que il y a eu une segmentation ou une division entre les pays. Il y a des pays en développement, des pays, les PMA par exemple, les pays les moins avancés. Il y a une classification. Mais ce qu'il faut comprendre que effectivement, il y a un certain nombre de pays, surtout l'Occident, qui, dans sa phase de développement, dans sa phase d'industrialisation, a utilisé, si je peux dire, les ressources communes, les ressources mondiales communes pour son bien-être, pour son développement, au détriment d'autres catégories de personnes. Donc, effectivement, aujourd'hui, et cela a été reconnu parce que les premières négociations avant l'accord de Paris qui est récent, quand vous allez dans les tests, par exemple, le protocole de Kyoto et tous les tests qui étaient là avant, on reconnaissait ce qu'on a appelé la responsabilité commune mais différenciée. Vous voyez, ça c'est un thème, c'est un principe de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. La responsabilité commune. On comprend effectivement qu'on a une responsabilité commune, mais on dit qu'elle est différenciée. Elle est différenciée pourquoi? Elle est différenciée parce qu'il y a effectivement un certain nombre de pays qui en ont profité au détriment des autres dans leur développement. Et c'est pour cela que nous, Africains, aujourd'hui, nous disons que les besoins de l'Afrique, ou quand nous réfléchissons à ce dont l'Afrique a besoin pour faire face au changement climatique, la question de l'adaptation au changement climatique est la plus importante. Contrairement à l'atténuation, oui, parce que vous l'avez dit, on émet moins de gaz à effet de serre. On est entre 2 et 4% en tant que continent. Donc, nous émettons moins les gaz à effet de serre. Mais nous comprenons que dans un système ou dans un esprit de solidarité, nous devons être en solidarité avec les autres pays. Mais au nom des principes qui ont été émis, juridiques, légaux, politiques qui ont été émis comme la responsabilité commune, mais différenciée, nous pensons qu'en tant que continent, il faut effectivement regarder cette différence-là. Parce que l'Afrique n'a pas émis autant, mais est le continent qui subit le plus les effets des changements climatiques. Donc, au nom de cela, nous disons qu'effectivement, en tant que pays africain, il y a des efforts que nous allons faire, mais il faut aussi que ces efforts-là puissent être accompagnés parce qu'il y a des principes. Vous êtes, entre guillemets, comme certains aiment le dire de façon simple, vous vous êtes développé avec les ressources de nous tous. Et aujourd'hui, cela a créé des problèmes. Essayons d'être solidaires parce qu'on comprend que de votre position ou du fait du développement que vous avez pu atteindre, vous pouvez aussi, dans un esprit de solidarité, apporter un soutien. Par exemple, en termes de transfert de technologie. Ça, c'est une question clé qui fait partie des discussions sur les changements climatiques. Mais dans la réalité, cela n'a jamais été, ou cela l'est peu, parce que les pays industrialisés qui ont la technologie, qui se sont développés, qui ont la technologie, ne veulent pas mettre la technologie à la disposition des pays africains. Donc ça fait partie des débats, des échanges sur les changements climatiques. Et j'ai dit oui, il y a un lien entre l'histoire coloniale de l'Afrique et la question des changements climatiques. Il est perceptible. Il est perceptible.
C'est vrai qu'il n'y a pas peut-être des recherches assez fouillées qui l'ont ressorti. Peut-être c'est aussi un champ de réflexion pour le futur. Mais effectivement, après ce que je dis, parce que l'Afrique contribue moins aux émissions de gaz à effet de serre, la question, c'est vrai, certains diront le phénomène des changements climatiques avec le réchauffement est naturel, est normal. Mais l'action de l'homme, ce qu'on appelle l'action anthropique, a son impact qui est effectivement reconnu, qui est effectivement documenté par toutes les expertises qui accompagnent les négociations sur les changements climatiques. Donc, ce lien colonial-là, il est bel et bien existant et peut-être qu'il faut mieux creuser en termes de documentation. Parlons de ce lien colonial. Je voudrais revenir sur une situation qui s'est produite en 2006, notamment le déversement des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que cela entre dans le même cas des inégalités que nous évoquons quand nous parlons de changement climatique, parlant de relations nord-sud? Oui, oui, effectivement, parce que vous ne pouvez pas imaginer comment est-ce qu'on a été impacté. Personnellement, je pense que ça a été aussi le déclic personnel pour l'engagement citoyen me concernant. Et effectivement, cela est non seulement une inégalité, mais le fait de fouler aux pieds les principes dans les pays africains et de pouvoir en jouir ou les préserver quand on est hors du continent africain. Je m'explique. Les déversements des déchets toxiques, c'est vrai qu'on a encore beaucoup de choses à documenter parce que la question a été traitée d'une certaine façon qui ne satisfait pas aux citoyens. Moi, en tant qu'activiste de l'environnement, le résultat auquel on est aujourd'hui ne me satisfait pas. Mais peut-être ce sera le cadre d'un autre débat. Et je considère que cela est un mépris pour des humains parce que on ne peut pas venir dans un continent, on ne peut pas venir déverser des déchets toxiques dans un pays alors que ces déchets-là même font l'objet de régulation. Et quitter l'Occident avec ces déchets, se balader ou essayer de les déverser dans pas mal de pays où on pense que le traitement sera moins coûteux ou même le traitement sera inexistant, je pense que cela est un crime d'abord, mais cela aussi dénote du mépris que certains individus ou certaines entités ont pour leurs semblables qui, effectivement, ne devraient pas exister. On a vécu le déversement des déchets toxiques en Côte d'Ivoire dans ce sens-là, au-delà de certaines questions qui ont été posées sur des questions pour nous qui ne sont pas les plus essentielles. C'est-à-dire, il faut aller sur le principe du fait que des déchets qui sont toxiques, qui sont déclarés toxiques, avant tout mouvement, comme je l'ai dit, il existe des tests, des conventions qui régissent ce déplacement de produits-là. Avant que ces produits-là ne puissent être déplacés, leur dépollution, leur traitement, tout ce qui les rend au moins digestes, si je peux utiliser le terme, non seulement envers l'environnement, mais aussi envers les êtres humains, devraient le faire. Cela n'a pas été le cas pour les déchets toxiques. En plus du haut niveau de corruption, du haut niveau de manque de gestion ou de planification, cela a été déversé et a causé la mort de plusieurs humains. Effectivement, c'est un problème assez sérieux qui, normalement, met au centre la question des inégalités. Pourquoi est-ce qu'on peut se permettre de le faire envers des populations pauvres, envers un continent qu'on juge pauvre, et ne pas le faire, par exemple, dans des pays où on pense que le traitement en termes économiques peut-être sera tellement énorme qu'on ne pourra pas y faire face. Donc moi, pour revenir sur cette question des déchets toxiques qui continue d'être ouverte, parce que beaucoup de travaux ont été juste faits autour de l'indemnisation des victimes. Et comme vous le savez, avec les systèmes de corruption qui peuvent exister de part et d'autre, ou à travers même le flou juridique, parce que je vous ai dit qu'il existe des règlements, des tests, des conventions qui ont été violés dans le cas
de ce déversement des déchets toxiques. Il fallait les questionner. Il fallait que l'Organisation des Nations Unies en charge de l'environnement puisse se prononcer clairement, parce qu'il s'agit des déchets toxiques qui ont causé la mort de plusieurs habitants de la Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une entreprise qui a pris sur elle de pouvoir mettre des déchets toxiques, de pouvoir parcourir énormément de distance pour venir les déverser dans un endroit, et tout cela est régi par des conventions pleines et d'énormes conventions qui existent, mais qui n'ont jamais été appliquées dans ce cas-là. On s'est cantonné sur une compréhension très classique, très basique, et dans le contexte ivoirien, c'est une question qui continue de susciter beaucoup de débats. Malheureusement, on en est encore là où la discussion se résume à la question des indemnisations. Et ça ne donne pas assez d'espoir pour le futur, parce que qu'est-ce qui adviendrait dans le futur si une telle situation, une semblable situation se présentait? Est-ce qu'on allait juste être à OK, vous pouvez déverser des déchets toxiques. OK, on peut faire le business de tout ce qui est toxique sur le continent juste au détriment de la bonne rétribution. Et bien évidemment, nous disons non, parce qu'autant la santé et l'environnement de nos citoyens, de nos concitoyens ivoiriens et africains est importante, autant celle des autres est importante. Donc, il faut, dans une pleine mesure et dans une responsabilité des uns et des autres, considérer ce fait-là et protéger l'environnement et les êtres humains au même niveau. Il ne doit pas avoir de classification en se disant qu'on peut bien aller déverser en Inde, on peut bien aller déverser en Afrique et préserver l'Europe ou l'Amérique. Ce n'est pas juste. C'est des inégalités qui ne devraient pas exister. Je comprends je comprends l'amertume qui est liée à ce sujet, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est également lié à une certaine largesse de nos dirigeants africains? C'est vrai que vous évoquez les thèses qui n'ont pas été respectées, mais est-ce qu'il n'y a pas cette largesse-là de nos dirigeants africains dans ce débat? Je dirais oui et non. Oui, dans la mesure où effectivement, souvent il y a des accords qui existent, qui sont des accords qui ne sont pas mis à la disposition du citoyen lambda pour pouvoir s'auto-saisir ou s'auto-déterminer. Et dans un autre cas, je dirais que cela pose ou cela met au cœur des échanges la question de la responsabilité de nos États face aux citoyens. Je pense que ça aussi, c'est une question qu'il faut creuser, et j'espère que votre initiative Place for Africa permettra d'apporter ce genre de discussions, parce que comment comprendre que nos soi-disant gouvernants ou décideurs qui ont été élus pour certains, qui ont été mis à des postes de responsabilité, mais qui se retrouvent dans des situations où ils ne défendent pas le bien commun, mais juste des intérêts privés. Ça met en cause beaucoup de questions comme est-ce qu'on va se pencher sur les liens? C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais les liens qui ont permis aux uns aux autres souvent d'arriver à la gestion de nos États, à cette responsabilisation-là ou à cette responsabilité. On se retrouve dans un schéma où il manque de cohérence souvent entre ces personnes-là quand elles étaient en train peut-être de chercher à acquérir ou à avoir le pouvoir, et quand elles ont le pouvoir. Parce que vous ne pouvez pas dire, OK, moi je viendrai au pouvoir et peut-être je ferai en sorte que mon peuple continue de rester dans une certaine inégalité, continue de rester dans une certaine précarité. Vous ne pouvez pas le dire. Mais on se rend compte que les intérêts financiers, surtout des uns et des autres, se retrouvent au cœur de ces débats-là, et on voit qu'il n'y a pas de respect, ou il y a peu de respect. Excusez-moi, j'ai un problème avec le... Ok, c'est bon. Donc, il y a peu de respect des engagements qui avaient été pris, il y a peu de respect pour le citoyen, pour les uns et les autres. Parce que à la tête, parce qu'il ne faut pas juste voir
les têtes de nos États, mais aussi tous ceux qui sont dans l'appareil décisionnel. Comment est-ce que ceux-là, en termes de personnes qui sont en charge de l'environnement, qui sont en charge de la santé, qui sont en charge de l'économie, arrivent à mettre en place des systèmes qui puissent garantir ne serait-ce que la santé et la sécurité de leurs compatriotes. Il y a effectivement un laxisme qui existe, mais je ne mettrai pas tout sur le laxisme. Je mettrai aussi une bonne partie sur le fait que nos États continuent d'être des États qui ne mettent pas beaucoup plus d'accent sur la formation citoyenne, la formation des individus, afin que ceux-ci puissent aussi contribuer au débat politique et dire ceci est bon pour nous, ceci ne l'est pas, et pouvoir lutter pour ces changements structurels fondamentaux dans nos sociétés. Effectivement, il y a eu un laxisme. Il y a eu effectivement un laxisme au niveau de cette gestion-là de la crise des déchets toxiques. Et comme d'autres crises qui se sont faites, parce qu'on ne peut pas comprendre que il y a tout un circuit pour qu'un produit, par exemple, puisse quitter l'Occident et arriver en Afrique, et que sur toute la chaîne, il y a eu des incohérences. Il y a eu des incohérences. Est-ce que cela a été le fait de la corruption? Oui, peut-être. Est-ce que cela a été le fait d'un manque de professionnalisme? Est-ce que cela a été le fait d'une incompréhension des tests et de tout ce qui régit l'environnement? Je pense que il y a aussi matière à essayer d'en savoir plus et à essayer de creuser. Mais vraiment, ce moment dramatique-là, il continue d'impacter la vie, et même sur l'analyse de ce qui a été produit en termes de toxicité et l'impact que cela va avoir sur les générations futures. Il y a un manque d'information. Il y a un manque d'information alors que le citoyen devait être informé, et les citoyens devraient être normalement au cœur de ces processus-là. Et je suis d'accord avec vous qu'il y a vraiment un laxisme de la part de nos États qui n'est pas acceptable. De façon globale, comment est-ce que nous pouvons analyser ou évaluer aujourd'hui la réponse des pouvoirs politiques face à la question du changement climatique? Parce que c'est un sujet qui revient, qui est tout le temps d'actualité, mais nos pouvoirs politiques, comment est-ce que nous pouvons analyser leur réponse? Je pense que leur réponse est faible. Leur réponse est faible parce que aujourd'hui, la question des changements climatiques, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, est devenue très technique, et il faut effectivement se donner les moyens de pouvoir faire face à cela dans toute la panoplie d'échanges ou de thématiques qui se font. Par exemple, aujourd'hui, la question changement climatique a aussi un lien important avec la question économique. Parce que les uns et les autres vous disent, oui, nous ne pouvons pas réduire nos émissions de gaz à effet de serre comme on le demande, parce que ce sera le fait de plomber notre économie. Et donc, on va, quand je dis on va, ces pays-là qui sont dans cette lecture vont chercher, par exemple, à réduire ou à délocaliser non seulement leurs entreprises, pour que la responsabilité ne soit pas seulement à leur niveau, mais vont aussi essayer, au lieu de faire des efforts pour pouvoir réduire, vont rentrer dans des mécanismes qui malheureusement ont été mis en place aussi dans le cadre de ces débats sur les changements climatiques, vont passer par ces mécanismes-là pour ne pas faire des efforts personnels à leur niveau national, mais faire en sorte que ce soit d'autres pays qui puissent faire ces efforts-là, qu'elles en retour vont comptabiliser comme étant leurs efforts pour faire face au changement climatique. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, ça veut dire que un pays A, au lieu de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, va
se saisir d'un mécanisme qui est accepté au sein des négociations des changements climatiques et va demander à un pays X ou YZ de faire des efforts pour pouvoir le faire, pour pouvoir lui réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Et ce pays, va les comptabiliser comme étant un gain pour lui. Et pour nous, en termes d'équité, cela n'est pas normal. Il faudrait que chacun puisse faire des efforts. Il a été demandé à l'Europe de réduire les gaz à effet de serre de tel pourcentage, il faut qu'il le fasse. Il a été demandé à d'autres pays de le faire, il faut que ces pays-là le fassent. Il a été demandé aux Africains de contribuer à travers des mécanismes aussi qui leur permettent d'être dans cet esprit de solidarité-là et aussi de lutter contre les changements climatiques qui vont impacter ou qui impactent déjà gravement l'Afrique. Et donc, il est important pour nos dirigeants de comprendre que ce combat-là, c'est un combat que l'Afrique devrait s'approprier et que les politiques devraient faire preuve d'innovation et vraiment d'ingéniosité, participer pleinement au débat, ne pas rester en marge, ne pas rester toujours dans la position d'assister. Parce que c'est malheureux souvent, et j'ai eu personnellement à le vivre de façon très difficile ou très dure, que chaque fois, dans les années, il y a quand même quoi, 5-6 ans, quand je participais aux négociations sur les changements climatiques et qu'on discutait effectivement, pour beaucoup d'Occidentaux, la question de l'Afrique se résumait simplement à la question du financement. Parce que dans le grand panier, si je peux utiliser cette façon de voir, dans le grand panier de la gestion ou de la question des changements climatiques, on parle du financement, on parle de l'adaptation, bon, qui est en lien aussi avec le financement, on parle de l'agriculture, on parle j'ai parlé du transfert des technologies, on parle de beaucoup de sujets. Et malheureusement, il est arrivé à un moment où nous, en tant que société civile africaine, on était à un niveau vraiment de découragement parce que la seule lecture qui était faite par nos partenaires, si je peux utiliser le thème en face, était que l'Afrique cherchait juste du financement. Non, l'Afrique ne cherche pas juste du financement. Et malheureusement, je pense qu'il y a eu il y a eu des situations peut-être qui l'ont laissé apercevoir parce qu'il y avait beaucoup de débats qui tournaient autour de la question des mécanismes financiers, des mécanismes de marché. Et malheureusement, cela a été compris comme si vous mettez juste des propositions en termes de financement, les Africains vont accepter de signer tous les autres, si je peux dire, toutes les autres points de négociation, ils vont tout accepter. Et au finish, ces promesses, parce qu'il y a eu cette fameuse promesse des fast start qui étaient des fonds qui devaient être mis à disposition. Et arrivé un moment dans les négociations, les blocages étaient tels que les gens ont fait des promesses, mais ce qu'on a appelé ces fast start là, qui, si j'ai bonne mémoire, étaient près de 30 milliards de dollars, n'ont jamais pu être atteints. C'est-à-dire, ils ont fait des promesses. Donc, juste pour en fait relever le fait que nos politiques en Afrique doivent comprendre que notre continent, c'est environ 70% de nos populations qui sont actifs dans le domaine de l'agriculture et que l'agriculture est l'un des secteurs qui sera le plus impacté par les changements climatiques. Réduction et réduction, par exemple, de la production, réduction de la fertilité des sols, la question de l'eau qui va se... Et donc, pour cela, nous avons à nous prendre le plus rapidement possible en charge en essayant d'adresser de façon très convenable ces questions. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, les changements climatiques, avec toutes les prévisions certaines qui sont faites, puissent continuer à faire des dégâts comme s'il n'y avait pas de planification qui avait été faite. Ça, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas normal. Donc, les politiques doivent faire preuve d'ingéniosité, les politiques doivent faire preuve d'ouverture pour discuter avec toutes les différentes catégories de personnes, tous les secteurs, pour pouvoir adresser des solutions idoines à ces questions-là. Aujourd'hui, nos États sont import dépendants pour la majorité. On fait venir le riz d'Inde, le riz de Chine, et quand vous entrez, alors que nous avons des économies où une agriculture locale
qui peut faire face à nos besoins. Mais au nom peut-être des accords économiques, des accords de partenariat économique qui ont été faits, on oublie la production locale, on oublie le soutien aux paysans locaux pour uniquement se tourner vers des importations alimentaires. Aujourd'hui, avec la crise de Covid, je me demande, ou je pense que tout le monde est arrivé à voir quelle était la fragilité de nos États en termes de production agricole. Vous ne pouvez pas comprendre qu'un continent comme l'Afrique, qui regorge de ressources, qui regorge d'atouts naturels, puisse continuer à dépendre pour certains pays, je ne sais pas, 60-80% des importations alimentaires. Ce n'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Est-ce qu'aujourd'hui, vous remettez en cause ces accords de partenariat économique qui ont été totalement, signés? Totalement. Ces accords de partenariat économique, totalement, sont à revoir. C'est des accords coloniaux. Ils sont à revoir. Ce n'est pas totalement les accords de partenariat économique. Totalement. Et ce sont des accords qui ont été signés pour censés profiter à l'économie africaine, il faut dire. Mais à quelle économie? Quand vous avez des barrières à l'entrée pour pas mal de nos produits, quand d'un autre côté, oui, on lève les barrières douanières, le manque à gagner de nos barrières qui sont levées pour que nous puissions être inondés par la production et par la production d'autres pays. Et en retour, le paysan ivoirien, pour pouvoir aller, peut-être s'il est intéressé d'aller vendre sur le marché européen, ou le paysan marocain qui doit faire face à tout ce qu'on appelle les barrières non tarifaires. On va vous dire, vous devez respecter, c'est une façon de parler, mais telle certification. Et la certification n'est pas faite par, ce n'est pas fait par l'institut, par exemple, béninois de quoi. C'est l'institut peut-être belge ou l'institut allemand. Et c'est un manque à gagner pour le paysan. Donc, nous devons faire effectivement des audits parce qu'on tire à la fin d'un certain nombre d'accords. Il faut faire les audits de ces accords-là et voir dans quelle mesure ces accords-là n'ont pas vraiment du tout respecté même si je peux dire, la souveraineté des peuples. Vous voyez que ce sont des accords qui ne profitent pas aux petits commerçants, qui ne profitent pas aux petits paysans. Le lait, il est importé depuis je ne sais pas où pour venir inonder le marché béninois, le marché, alors que nous avons des bergers, nous avons des cheptels qui peuvent nous donner du lait de bonne qualité, très nutritif, parce que souvent l'autre qui vient de loin, avec des additifs, avec l'huile de palme qui est utilisée dans la production, est moins nutritif que le lait qui est fait par le cheptel sénégalais ou au nord du Niger. Et parce qu'on veut forcément avoir un marché. Donc, totalement, madame, ces accords de partenariat économique, ils sont iniques. Ils doivent être revus. Nous ne pouvons pas continuer dans ce genre de rapports. C'est des rapports inégaux. Les accords de partenariat économique n'ont pas du tout profité aux citoyens lambda, aux petits paysans, aux petits agriculteurs, à la femme du marché de Vedocor ou quoi. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Dans le panier des solutions tout à l'heure au changement climatique, vous avez évoqué l'aspect du financement qui n'est pas nécessairement l'une des priorités, j'allais dire, de l'Afrique. Concrètement, aujourd'hui, en matière de changement climatique, quelles sont les priorités de l'Afrique si la question du financement n'est pas vraiment nécessaire? Non, je n'ai pas dit que la question du financement n'est pas nécessaire, mais je dis que la question du financement ne devrait pas constituer tout le focus. Et au-delà, dans nos rapports avec les uns et les autres, il est perçu comme étant la seule clé qui va ouvrir, si je peux faire la caricature, le cœur des Africains. Quand on va juste proposer le financement de l'adaptation au changement climatique, non. Oui, nous avons besoin de financement. Oui, l'Afrique a besoin de financement parce que, effectivement, la question de développement ont été effectivement vues d'un certain... Il y a eu beaucoup, je ne vais pas rentrer dans les différentes théorisations qui ont été faites, mais oui, il y a un besoin de financement. Mais il ne devrait pas être que financier, il est aussi technologique. Dans la mesure où, par exemple, si nous devons faire face aux effets des changements climatiques ou en termes d'inondation, en termes de réduction des risques de catastrophes, on est en mesure d'avoir peut-être des outils qui vont nous permettre d'avoir
l'information météorologique ou l'information géographique la plus précise possible pour ne serait-ce que déplacer les populations dans des zones où elles peuvent être déplacées. Ce serait intéressant. Il y a quelques jours ici à Abidjan, il y a eu d'énormes inondations. Il y a eu d'énormes inondations et qui ont encore endeuillé des familles, qui ont créé d'énormes dégâts. Et cela est récurrent depuis près de 5, 6, 10 ans. Et à chaque période pluviale, on arrive au même résultat. On s'émeut pendant un moment et les mêmes choses passent l'année qui suit, ce qui n'est pas normal. Donc, en termes de solution, ce que nous disons, la solution n'est pas que financière, elle doit être aussi autour de ces questions pour pouvoir vraiment améliorer le vécu des Africains. Donc, il faut voir les priorités, vous l'avez demandé, les priorités pour l'Afrique, effectivement, c'est la question de l'adaptation. Parce que quand vous traitez la question des changements climatiques, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle la réduction des gaz à effet de serre, qu'on appelle l'atténuation, c'est-à-dire qu'il faut atténuer pour émettre moins. Et puis, il y a la question de l'adaptation. Parce qu'on part du principe que les gaz qui ont été déjà émis depuis l'ère industrielle vont produire les effets néfastes ou négatifs qui sont là aujourd'hui, les inondations, les sécheresses et tout ça. Donc, il faut faire face. Et donc, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Et l'Afrique l'a toujours dit, depuis toujours dans les négociations, notre priorité des priorités, c'est l'adaptation au changement climatique. Nous devons voir comment nos agriculteurs vont pouvoir faire face. Nous devons voir comment est-ce que les différents secteurs qui seront impactés puissent s'adapter. Donc, cela va par des pratiques dans le domaine agricole comme l'agroécologie, qui sont des pratiques qui respectent l'environnement, qui n'émettent pas énormément de gaz à effet de serre, qui est une agriculture qui respecte l'environnement, qui est utilisée de façon très intelligente. C'est différent des propositions qui sont faites par les multinationales ou le monde agro-industriel ou le monde de l'agro-business, qui va demander à ce qu'on utilise beaucoup plus de produits chimiques, beaucoup plus d'engrais, qui sont eux-mêmes dans leur fabrication dépendantes de l'extractivisme, c'est-à-dire de l'utilisation des énergies fossiles. Parce que les énergies fossiles, pour pouvoir faire un certain nombre de produits ou pour pouvoir faire marcher l'économie, sont aussi des éléments d'émission de gaz à effet de serre. Donc, quand vous prenez par exemple une agriculture où l'agroécologie est pratiquée, vous allez voir que le niveau d'émission ou même le niveau d'effets négatifs sur l'environnement va diminuer. Vous allez voir des paysans qui vont avoir des pratiques qui sont saines pour l'environnement et qui sont saines pour les êtres humains, où on va utiliser moins d'intrants chimiques. J'utilise le terme intrants chimiques pour englober tout ce qui est apport chimique au niveau des pesticides, au niveau des herbicides, tout cela. Donc, vous allez pratiquer une agriculture qui sera saine, une agriculture qui sera bonne pour l'être humain en termes de santé, pour pouvoir vraiment être nutritif en termes de nutrition. Parce que la question du réchauffement climatique impacte aussi la qualité de nos aliments. Parce que vous allez voir des aliments qui sont moins nutritifs parce qu'il a manqué tel nutriment. Et les effets des changements climatiques sont aussi passés par là. Donc, si nous pratiquons une agroécologie qui respecte l'environnement, qui est 100%, si je peux dire, chemical free, nous allons arriver à un niveau de bien-être pour nos communautés et de bien-être pour nos populations. Donc ça fait partie des solutions. Donc il y a des fausses solutions qui sont promues par l'agro-industrie parce qu'elle a aussi vu, c'est vrai qu'on n'aura pas peut-être le temps d'en discuter, elle a aussi vu une niche de marché là qu'elle souhaite récupérer. Et donc ces fausses solutions-là ne contribuent pas à régler le problème des changements climatiques. Ces fausses solutions-là, qui sont l'accaparement des terres, la diffusion des organismes génétiquement modifiés, qui sont les grandes plantations de monoculture, c'est-à-dire ce sont des cultures qui ne sont pas utilisées dans l'alimentation ou pour l'alimentation, mais qui sont utilisées
dans le cadre du business mondial, c'est-à-dire les VA, les tech et tout ça, les palmiers à huile et tout ça. C'est-à-dire c'est une forme d'agriculture qui n'est pas destinée dans un premier temps à la consommation. Et donc, ces solutions qui sont présentées là ne sont pas en réalité des vraies solutions. Donc, il faut aller vers des solutions qui sont comme l'agroécologie, qui préserve l'environnement et qui est une pratique importante pour le monde agricole et qui devrait être celle qui trouve son champ d'explication dans la crise climatique. Cela va nous aider à produire de l'alimentation pour nourrir les populations, mais aussi pour réduire notre dépendance en termes d'importation alimentaire. C'est vraiment important pour un continent qui célèbre 60 ans d'anniversaire de quoi que ce soit. Pour vous qui êtes un activiste ou un passionné, je dirais, de la lutte pour la question sociale et de la justice sociale plutôt et de l'environnement, quelle appréciation faites-vous de l'activisme aujourd'hui en matière de changement climatique, de lutte contre le changement climatique? Je suis satisfait à moitié, je dirais à moitié, je dirais pas activisme dans le sens de comment aujourd'hui la terminologie est perçue, parce qu'il y a une façon de percevoir. Mais globalement, j'ai une satisfaction parce que beaucoup de personnes s'intéressent à la question de la justice sociale, s'intéressent de plus en plus à la question de la justice environnementale, à la question de la justice climatique. Cela est vraiment important. Et je suis satisfait de ce point de vue-là. Mais en même temps aussi, mon niveau, si je peux dire, les 50 autres pourcents, vont dans le sens où il faut, et c'est pour cela que je suis content avec votre initiative pour l'Afrique, il faut permettre à la jeunesse de se former, de comprendre les enjeux, de politiquement s'engager. Le politiquement, aujourd'hui, pour nos États, pour nos pays, est vraiment important. Il ne s'agit pas de militer dans X, Y, Z parti politique forcément, mais en tant que citoyen, de comprendre les enjeux sans lesquels on ne pourra pas faire avancer le développement de l'Afrique. Et donc, moi, j'encourage la naissance et l'augmentation de cette masse critique-là. Et je vous demande à vous d'y contribuer de façon positive avec ces contenus, ces espaces que vous emmenez. Ce sont des espaces de dialogue, ce sont des espaces de renforcement, ce sont des espaces qui bonifient nos compréhensions les uns des autres. Et c'est à ce prix-là que nous allons atteindre vraiment un développement important pour nos États. Donc, j'apprécie l'activisme qui se développe, j'apprécie les mouvements sociaux qui se développent, j'apprécie les journalistes qui font plus d'efforts, j'apprécie et toutes ces femmes, ces mouvements de femmes qui se mettent en situation, qui prennent la parole, qui font bouger les choses. Je l'apprécie et je souhaite que cela continue parce que c'est à ce prix-là qu'on pourra vraiment atteindre le changement des mentalités que nous voulons tous, qui va nous permettre d'avoir vraiment ce déclic-là au niveau du continent. Parlons du mouvement des femmes. Est-ce que vous pensez que le rôle de la femme aujourd'hui dans la question du changement climatique, elle est vraiment, vraiment primordiale? La femme est primordiale, mais cela n'est pas assez pris en compte. Je m'explique. Vous savez, les femmes subissent un double ou un triple poids par rapport à la question des changements climatiques. J'étais hier à 400 km d'Abidjan pour rencontrer des femmes paysannes et autres, tout ça, pour discuter agriculture, pour discuter changement climatique. Vous allez voir que de par la réalité sociale de nos économies ou de nos rapports, les femmes sont celles qui généralement vont aller prendre ou vont aller chercher l'eau très loin, très loin. Tout ça. Donc, il y a une peine d'abord, une première peine du fait de ce système-là, mais il y a des doubles peines parce que les changements climatiques aggravent, par exemple, la raréfaction de ces ressources en eau là. Ou quand vous prenez par exemple les pêcheurs, ils vont aller de plus en plus loin au large pour pouvoir avoir un peu de poisson parce que les effets des changements climatiques sont passés par là. Donc, pour les femmes, par exemple, je pense que ce sont des acteurs clés, mais qui ne sont pas assez pris en compte. Il faudrait
des réflexions et des travaux pour augmenter la participation des femmes et même la participation simplement des femmes. J'ai été, comme je l'ai dit, pendant un bon moment dans les négociations des changements climatiques, c'est-à-dire on participait aux différentes réunions et tout ça en Allemagne, partout. Et même l'engagement des femmes doit être accru. On doit augmenter cela pour que de façon spécifique, elles apportent cette compréhension des spécificités, parce qu'il y a des spécificités que les femmes sont à même d'apporter dans la discussion pour que ces changements-là arrivent. Donc, il faut créer plus d'espace, il faut donner plus de possibilités aux femmes de contribuer à ces échanges-là, d'apporter leurs connaissances, d'apporter leur sensibilité, parce qu'on a besoin de cette sensibilité-là pour comprendre la question des choses. Parce que pour un homme, souvent, il sera simple de se dire que, oh, OK, Madame Valo, Marigot me puisait de l'eau, m'envoyait tout ça. Mais pour la femme, c'est un manque à gagner sur d'autres choses. Elle va aller de plus en plus loin pour aller chercher le bois de chauffe. Donc, il y a une réalité de nos États, il y a une réalité de nos sociétés africaines qu'il faut prendre en compte. Et on ne peut pas le faire en occultant la question de la femme. Vous savez très bien souvent dans nos sociétés, dans nos villages, les femmes même sont celles. Et on l'a vu au Mozambique avec les inondations. Généralement, les femmes, et même quand je dis femmes, ce n'est pas seulement les femmes d'un certain âge, mais même les jeunes filles sont souvent celles qui prennent soin des personnes âgées. Et les personnes âgées, ça veut dire quoi? Un grand-papa, une grande-maman qui est assis dans la case souvent, qui ne peut pas facilement se déplacer. Et par exemple, quand les inondations arrivent ou tout ça, vous imaginez ce qui arrive parce que les hommes souvent sont les premiers à détaler pour monter au sommet des arbres. Mais et les femmes et les mamans, les grandes mamans. Donc, il y a une réalité qui est là et qu'il faut prendre en compte. Les femmes doivent avoir plus d'espace d'expression dans la lutte contre les changements climatiques. Les mouvements de femmes doivent être encouragés, mais pas pour faire de la figuration, vraiment en comprenant les enjeux, en étant informés, en étant formés par des processus comme les vôtres pour pouvoir vraiment jouer leur pleine partition. Pas une partition tronquée. Il ne s'agit pas, comme souvent nos pays le font, de dire oh, il faut qu'il y ait 10 femmes à l'Assemblée nationale pour qu'on pense qu'effectivement les femmes sont représentées. Et on prend des personnes qui viennent figurer dans nos hémicycles. Non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de cela. Donc, je pense que c'est une réflexion qu'il faut pousser. Il faudrait que les femmes soient au cœur de ces échanges, de ces questions-là. Merci infiniment, Monsieur Ange Emmanuel Bailey. Nous sommes à la fin donc, de cet entretien qui a été très instructif pour nous. Et nous retenons que la question du changement climatique est une question d'actualité et qu'il va revoir, il va falloir revoir, je dirais, le dialogue moins technique afin de l'amener au niveau donc, de la population, du citoyen lambda, et qu'il faut également impliquer les femmes et les jeunes dans cette lutte pour le changement climatique. Merci beaucoup à vous, Monsieur Ange. Merci à vous, Madame Estelle, et je souhaite vraiment longue vie à votre initiative et tous mes encouragements. Je demeure disponible pour toute autre opportunité ou cadre d'échange. Merci encore à vous. Merci beaucoup à vous, monsieur.